Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai entendu 1000 fois en séance, dans les messages, ou même au détour d'une conversation entre potes. Je fais attention à ce que je mange, je bouge, je me prive parfois, souvent, et pourtant, rien ne bouge, mon poids reste bloqué. Et la question qui suit, presque toujours, c'est qu'est-ce qui va pas chez moi? Alors stop, on va mettre les choses à plat aujourd'hui. Non, tu n'es pas paresseux, non, tu ne manques pas de volonté, et non, ce n'est pas juste une question de calories. Dans cet épisode, on va voir pourquoi ton corps ne réagit pas toujours comme tu voudrais, ce que le stress chronique provoque dans ton métabolisme, comment tes émotions influencent ton rapport à la nourriture parfois sans que tu t'en rendes compte, ce que la programmation neurolinguistique peut t'apporter pour sortir de la compulsion alimentaire sans t'autoflageller, et surtout une question à te poser dès aujourd'hui et on en parlera tout à l'heure. Prépare-toi, on va parler vrai. Et tu vas voir que non seulement tu n'as pas raté, mais que tu peux changer ton rapport au poids sans passer par la guerre contre toi-même. Et pourquoi le mange moins, bouge plus ne suffit pas? Tu as sans doute entendu 1000 fois, si tu veux perdre du poids, il suffit de manger moins et de bouger plus. C'est presque devenu un slogan pour tous les programmes en ligne, tous les coachs, et sur le papier ça paraît logique. Tu manges moins de calories que tu en dépenses, donc ton corps va puiser dans ses réserves. C'est facile, non? Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Combien de fois tu t'es restreint, privé, forcé à aller courir ou aller à la salle de sport et pourtant, ton poids n'a pas bougé? Parce que le corps humain n'est pas une machine. C'est un organisme vivant, intelligent, complexe et surtout adaptatif. Quand tu diminues ton apport alimentaire, ton corps ne se dit pas chouette, on va perdre du poids. Non, il se dit alerte, moins de nourriture, menace potentielle, je dois m'adapter. Et il le fait de manière spectaculaire. En ralentissant ton métabolisme de base, en économisant l'énergie, en modulant tes hormones de faim et de satiété. Tu manges moins, il te donne plus faim. Tu bouges plus, il te pousse à compenser plus tard sans même que tu t'en rendes compte. Et surtout, ton corps va chercher à revenir à un poids qu'il considère comme sécurisant. C'est ce qu'on appelle le poids d'équilibre biologique, c'est un peu comme le thermostat à la maison quand vous le réglez. Et ce poids, il ne correspond pas forcément à l'image que tu vas atteindre dans le miroir, malheureusement. Mais il correspond à un équilibre que ton corps a trouvé au fil du temps, à travers tes habitudes, ton histoire, ton niveau de stress, ton niveau d'activité, ta qualité de sommeil, tes régulations hormonales, etc. C'est pourquoi deux personnes qui mangent exactement la même chose et font le même sport peuvent avoir des résultats complètement différents. Parce qu'elles n'ont pas le même passé, pas le même corps, pas la même sécurité intérieure. Alors non, tu ne perds pas de poids parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Tu ne perds pas de poids parce que ton corps essaie de te protéger. Sympa quand même de base. Et ça, on va le comprendre ensemble en parlant du grand responsable de cette équation. Un des grands responsables, c'est le stress. Parlons stress, pas le stress spectaculaire, truc de fou, mais ce stress qui s'infiltre partout tout le temps. Celui que tu vis chaque matin quand tu cours après l'heure, quand ton téléphone vibre toutes les 2 minutes avec une notification, quand tu fais des listes de tâches sans fin dans ta tête, quand tu gères tout pour tout le monde et que tu n'as jamais le temps de souffler, ou toutes les pensées à la con que tu as au fur et à mesure de ta journée dans la tête. Ce stress-là, il est sournois, parce qu'il ne se manifeste pas toujours par des crises de larmes ou alors quand tu paniques. Il s'exprime dans le corps, il agit en silence, et son arme préférée, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais particulièrement l'hormone du stress chronique, parce qu'à ce moment-là, elle devient problématique. Elle est utile à la base, elle t'aide à te réveiller le matin, à réagir en cas de danger, mais quand elle est trop présente, trop longtemps, elle devient un vrai saboteur pour tout ton équilibre. Elle augmente ton appétit, elle ralentit ta digestion, elle favorise le stockage des graisses, surtout autour du ventre, elle dérègle tes hormones, elle t'épuise. Et quand tu es épuisé, tu n'as plus la force de cuisiner, de réfléchir et de bouger. Et tu vas vers ce qui calme rapidement du sucre, du gras, du réconfort rapide. Et ton cerveau connaît bien ce mécanisme. Quand tu es stressé, il cherche l'efficacité, pas le long terme. Il veut apaiser le système nerveux et il sait que la nourriture est un excellent anxiolytique naturel. Donc tu manges, pas parce que tu es faible, mais parce que ton corps essaie juste de survivre. Et si tu dors mal, ce qui est souvent le cas quand tu es tendu, on va pas se mentir, c'est la double peine. Plus de gréline, hormone de la faim, moins de leptine, hormone de la satiété. Tu te lèves vidé, fragile, irritable,
et tu remanges. Et la boucle est bouclée. Et tu vois bien que ça ne se règle pas juste avec un plan alimentaire. C'est pour ça que parfois, même avec un régime parfait, ton poids ne bouge pas. Parce que ton corps est en mode survie, pas en mode performance. Et pour sortir de ce mode, il va falloir écouter ce que tu ressens et pas juste ce que tu manges. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en parlant à présent de tes émotions. Tu l'as sans doute déjà vécu, cette envie soudaine de grignoter, pas parce que tu as faim, mais parce que tu es tendu, fatigué, vide, triste. Tu viens de manger et pourtant, tu ouvres quand même le placard. Et c'est pas une question de volonté, c'est une espèce de tension intérieure qui cherche une issue. Les émotions sont comme des signaux, elles nous informent de ce qui se passe à l'intérieur, mais quand on ne les écoute pas, elles montent en pression. Et souvent, on les anesthésie avec de la nourriture. Parce que manger apaise, parce que ça donne du plaisir, de la chaleur, de la douceur, parce que ça remplit un vide, parfois bien plus profond que l'estomac. Et en PNL, en programmation neurolinguistique, on dit qu'il y a toujours une intention positive derrière un comportement, même gênant, même destructeur. Autrement dit, si tu manges de manière compulsive, ce n'est pas parce que tu es nul ou incontrôlable, c'est parce que, à un moment, cette stratégie t'a permis de survivre. Tu as peut-être appris à compenser la solitude par du chocolat, à calmer ta colère par du pain, à combler l'ennui avec du grignotage, à récompenser tes efforts par un goûter. Ça a marché. Et ton cerveau a mémorisé manger égale ça va un peu mieux. Mais voilà, le hic, l'intention est bonne, mais le moyen, pas terrible. Et si tu veux que ce comportement change, tu ne peux pas juste l'interdire. Tu dois comprendre ce qu'il cherche à faire pour toi. Et ensuite lui proposer un autre chemin. Exemple. Si je mange pour calmer ma solitude, peut-être que je peux appeler quelqu'un, écouter une voix, écrire, créer du lien autrement. Si je mange pour retrouver de la douceur, je peux peut-être ralentir, me foutre dans un plaid, écouter de la musique douce, m'offrir un moment cocooning à la place. Tu ne combats pas ta compulsion, tu lui dis merci d'avoir essayé de m'aider, maintenant j'ai une autre idée, et c'est là que tout change. Mais pour ça encore faut-il pouvoir identifier ce qu'on ressent. Et c'est la question qui peut tout changer, dont je te parlais au début. Pourtant elle paraît toute simple, c'est celle-ci. De quoi j'ai vraiment faim? Pas ce que tu as envie de manger, mais ce que ton corps, ton cœur ou ta tête réclament vraiment à travers cette envie. Exemple concret. Tu rentres chez toi après une journée compliquée, tu ouvres machinalement les placards, tu vas vers les biscuits, le pain, le fromage, peu importe, on s'en fout. Avant de croquer, tu prends une pause, tu respires profondément, 2-3 fois, et là tu poses la question, là maintenant, de quoi j'ai vraiment faim? Et peut-être que la réponse c'est j'ai besoin de relâcher la pression, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de ne plus penser, j'ai besoin de réconfort. Et là tu as un choix. Tu peux manger, hein, bien sûr, mais tu peux aussi chercher un autre moyen de répondre à ce besoin. Tu as faim de calme? Respire, étire-toi, mets de la musique douce. Tu as faim de lien? Envoie un vocal à une amie, regarde une vidéo inspirante. Tu as faim de sécurité? Enveloppe-toi dans une couverture, crée une routine. Tu as faim de plaisir? Danse, prends un bain, mets du parfum, rigole. Tu as faim d'attention? Écris-toi une lettre de reconnaissance. Si, ça marche très bien ça. Et tu ne seras pas toujours capable de faire ce choix, et c'est pas grave. Mais poser la question, c'est déjà envoyer un message à ton cerveau, je t'écoute, je vais pas t'écraser, mais on peut faire autrement. Et plus tu poses cette question, plus ton cerveau va distinguer les types de faim. Faim physique, je mange. Faim émotionnelle, je ressens. Faim de sens, je bouge, je crée, j'agis autrement. Et c'est ça la base d'une relation apaisée à l'alimentation. Parce qu'un changement durable commence toujours par des petits pas. Voici quelques idées simples que tu peux tester dès cette semaine sans pression, sans injonction. Chaque fois que tu manges en dehors d'un repas classique, prends un petit carnet ou une appli note sur ton téléphone et écris simplement qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'avais faim physiquement, quelle émotion était présente juste avant, est-ce que j'ai ressenti un soulagement après. Tu ne te juges pas, tu observes juste, c'est un constat. Et comme ça, tu vas commencer à cartographier tes habitudes émotionnelles et tu laisses apparaître des
motifs, des patterns, des moments récurrents, des schémas. Deuxième truc, c'est le stop 10 secondes. Avant de craquer, tu t'arrêtes, tu mets un chrono, 10 secondes, tu souffles, tu poses une main sur ton ventre et tu te demandes qu'est-ce que j'attends de cette bouchée. Si la réponse c'est me calmer, me sentir bien, me remplir, alors tu sais que c'est pas une vraie faim. Et tu peux faire ton choix en conscience. Troisième petit outil, le kit de secours émotionnel. Tu peux te préparer une petite liste personnelle de 5 choses qui t'apaisent sans nourriture. Exemple, écouter un podcast inspirant, faire un tour dehors, dessiner, peindre, écrire ou danser sur une chanson en particulier, respirer avec une musique douce. Et t'affiches cette liste sur ton frigo ou mets-la en fond d'écran de ton téléphone ou tu l'as sur un screen pour l'avoir sous les yeux quand l'émotion monte. Quatrième petit outil sympa, chaque matin, dis-toi cette phrase à voix haute ou dans ta tête comme un pacte que tu fais avec toi-même. Aujourd'hui, je m'écoute davantage. Et ça paraît bête, mais ce que tu penses volontairement, ton cerveau le prend pour vrai, ce qui ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc dis-toi, aujourd'hui, je m'écoute davantage, tous les matins. Et chaque soir, pose-toi juste cette question. À quel moment j'ai respecté mon besoin aujourd'hui ? T'as pas besoin d'un plan parfait, juste d'un dialogue régulier avec toi-même. Et ces petits rituels, mis bout à bout, créent un changement vraiment profond, je t'assure. Ils reprogramment ton cerveau, ça s'appelle la neuroplasticité, ta relation à ton corps, à ton estime de toi, pas avec des interdictions, mais avec de la conscience, du lien et du respect de toi-même. Et tu sais, ce que je te partage ici, c'est pas juste de la théorie, c'est des choses que j'ai vues en vrai, chez des personnes très différentes, et sur moi-même, et à chaque fois, c'est la même logique. Ce n'est pas le poids le problème, c'est ce qu'il cache. Le poids n'est pas un problème, c'est un symptôme. Et voici quelques histoires pour illustrer un peu ça. Je vais te parler de Thierry. Thierry faisait beaucoup de sport. Il mangeait hyper propre, il pesait ses aliments. Et pourtant, il avait zéro perte de poids. Et en l'écoutant, j'ai pu constater un niveau de stress énorme. Il avait un job très prenant, des insomnies. Il avait une pression permanente sur la performance. Et du coup, son corps, il était en état d'alerte constant. Et en bossant simplement sur de la respiration, de la détente, la permission de ralentir, son stress a baissé et son corps a commencé à lâcher naturellement. Il a perdu du poids sans toucher à l'assiette, juste en sortant de son mode survie. Ou encore Sophie. Sophie, elle vivait les effets yo-yo. Elle perdait 3-4 kilos, elle en reprenait 5, ainsi de suite. Et chaque fois que ça commençait à marcher, elle craquait ou elle sabotait tout. En réalité, elle avait une ancienne blessure qui n'était pas réglée. Elle avait été harcelée au collège quand elle était mince et dans son inconscient, mince égale danger. Et tant que cette croyance n'avait pas été libérée, son cerveau ne voulait pas de changement. Il la protégeait en la ramenant à ce qu'il connaissait. Et quand elle a reconnu cette mémoire et qu'on a pu l'apaiser, elle a pu perdre du poids sans résistance intérieure. Et ça, c'est 2 histoires parmi des dizaines et des dizaines, mais elles montrent que le corps ne se trompe pas. Il fait toujours de son mieux avec les infos qu'il a. Et si on veut que ça change, il faut d'abord l'écouter et lui proposer une autre voie. Tu sais maintenant que ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas que tu n'en fais pas assez, c'est que tu combats souvent le mauvais ennemi. Tu veux perdre du poids, mais en réalité, tu veux surtout retrouver de la paix, de la vitalité avec ton corps, ton assiette, tes émotions, ta vie. Et cette paix-là, elle vient pas d'un régime strict, ni d'un sport en plus, ni d'un chiffre sur la balance. Elle vient du moment où tu te dis je vais arrêter de me battre contre moi-même, je vais commencer à m'écouter, même juste un peu. Je vais chercher à comprendre ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, ce qui m'apaise vraiment. Et à chaque fois que tu te poses la question de quoi j'ai vraiment faim, tu fais un pas vers une relation plus vraie avec toi-même. Tu vas pas tout changer en une semaine, mais chaque geste compte, chaque respiration avant de grignoter, chaque moment d'écoute intérieure, chaque permission d'être humain, imparfait et en chemin. Ce n'est pas une lutte, c'est une réconciliation. Et si tu veux un repère simple pour cette semaine qui vient là, observe, sans juger, pose-toi la question de la vraie faim et félicite-toi dès que tu fais un pas dans cette direction, même s'il est tout petit. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un sujet universel et épineux, se libérer du regard des autres. Est-ce que c'est mission impossible ? Pourquoi ça nous touche autant ? Pourquoi on se retient parfois de parler, d'agir, de s'affirmer ?
juste parce qu'on a peur d'être jugé, et surtout comment s'en détacher pas à pas sans devenir égoïste ou insensible. On voit ça au prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et avance pas à pas.